Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Lancement à Dabola des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. L'initiative vient des nouvelles autorités de la préfecture et en plus de cette voirie, des projets de construction d'infrastructures sont également lancés. L'objectif pour les initiateurs est d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations locales. Le point avec Moussa Bangoura et Silati Kourouma. À peine installées dans ses fonctions, les nouvelles autorités de Dabola se lancent le défi de réhabiliter les voiries urbaines de la préfecture. Ces travaux de reprofilage font suite à la prise de contact avec les cadres de l'administration et la population à la base. La route qui mène vers le rond-point Tenkso doit joindre la grande ville, c'est-à-dire le centre commercial de la commune urbaine de Dabola. Nous sommes sur le deuxième axe qui quitte, c'est-à-dire le même lieu, le rond-point Tenkso, qui mène vers la résidence du préfet. On veut rester dans le je veux du chef, ce que le chef veut, c'est ce que nous faisons. Donc il veut le rassemblement, il veut le développement. Ayant contacté toutes les couches de la préfecture, le cri de cœur a été vraiment le reprofilage des routes de la préfecture de Dabola. Ce chemin pour reprofiler toutes les routes avec l'appui de nos partenaires chinois. Les citoyens se réjouissent de cette initiative des autorités préfectorales de réhabilitation des voiries. Je suis plus que content. Cette route-là a fait plus de 15 ans d'une manière dégradée à Dabola. Si les nouvelles autorités reprennent cette route-là, c'est bien fait qu'être fier de cela en tant que fils de Dabola. Nous sommes contents parce que le travail là, ça nous plaît. Donc, je souhaite aux nouveaux autorités bonne chance. En plus des travaux de reprofilage, d'autres projets sont aussi engagés par l'autorité préfectorale. Il s'agit de la clôture du bloc administratif, la construction d'un lieu de culte et un bureau pour le service public de développement. Le nouveau préfet de Pita vient également d'entreprendre une série de visites de prise de contact. Il a conféré notamment avec les sages et les acteurs sociaux professionnels de la préfecture. Principal enjeu de ces rencontres, accompagner les nouvelles autorités pour une transition inclusive et apaisée. Alphaïsia Gaba. Dans cette salle, des acteurs clés du développement de la préfecture de Pita. D'un côté, les autorités administratives et communales, les religieux et les 11 sous-préfets de la préfecture. En ligne de mire, expliquer force vive locale, l'enjeu de la transition et les concertations nationales en cours dans le pays. Depuis le dimanche 5 septembre 2021, la Guinée vit une nouvelle ère pleine d'espoir. C'est toute la Guinée qui s'est levée pour manifester sa joie et de soutien du Comité national de rassemblement et de développement CNRD. J'ai reçu tour à tour toutes ces catégories pour exprimer leur joie à la prise du pouvoir par le CNRD. Un grand espoir est né. Remercier tout le monde, remercier la population de Pita, demander à tout le monde d'accompagner le CNRD dans cette transition pour que nous ne reprenions pas une autre transition. Attentifs aux messages véhiculés par les nouvelles autorités préfectorales, ces acteurs socio-professionnels de la préfecture de Pita adhèrent aux idéaux du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD. Tous saluent le leadership du président Mamadi Doumbouya. On a beaucoup d'attentes avec cette équipe qui vient d'arriver et nous prions Dieu que cette équipe soit à la hauteur de l'attente des citoyens. Comme ici à Pita, la préfecture de l'Abbé est aussi dans la dynamique du CNRD. Les nouvelles autorités multiplient les prises de contact pour une transition inclusive et apaisée. Partout, les nouveaux administrateurs territoriaux véhiculent des messages de paix et d'unité nationale.
Aujourd'hui, 26 septembre 2021, journée mondiale des rivières. Célébrée chaque année, le 4e dimanche de septembre, la journée permet de sensibiliser le public en mettant en valeur les voies navigables. Le gouvernement de la République du Congo a rendu donc public une déclaration lue par Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Sarah Benzamokia. Dans cette déclaration, à l'occasion de la Journée mondiale des rivières et des fleuves, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, attire l'attention des citoyens sur l'importance de la protection de ces ressources naturelles. Dans nos villes, trop de ruisseaux qui sont transformés en cloaques, insalubres par des riverains inconscients, qui jettent toutes sortes de déchets ménagers. À l'intérieur du pays, des opérateurs économiques peu scrupuleux continuent de déverser produits toxiques et pesticides dans le flux de nos rivières qu'ils confondent avec des caniveaux. Tout cela doit cesser. Pour remédier à cette situation qui menace l'Afrique en général et le Congo en particulier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a mis en place le Fonds bleu pour le bassin du Congo, un outil régional qui regroupe 16 pays. En concrétisant un jour de mars 2017, depuis les rives de la Lima, l'idée visionnaire d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, notre chef de l'État, avait en tête l'immense potentiel forestier, mais aussi écologique et hydrographique de l'Afrique centrale. Sans doute avait-il perçu avant tout le monde qu'on ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant. Maintenant que cet inestimable service écosystémique pour la planète désormais opérationnel s'apprête à être présenté à l'ensemble de la communauté internationale, réunis à Glasgow pour la COP26, sachant être nous-mêmes exemplaires en préservant notre ressource en eau, ici et maintenant. Célébrée chaque 4e dimanche du mois de septembre, cette journée a été célébrée ce dimanche 26 septembre 2021 sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés, comment la protéger ». Cette journée mondiale des rivières a pour objectif aussi d'encourager une meilleure utilisation et un plus grand respect de l'eau. Vous l'avez suivi, la ministre Nono en a parlé. Dans notre pays, le service inter-État, dénommé Groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, s'emploie à valoriser les fleuves et les rivières en y menant des opérations de dragage et de balisage. Seul bémol, vous allez le voir, le non-paiement de la redevance fluviale par les armateurs qui ralentit leur mission, comme nous le dit dans ce reportage Alexis de la Rivière. La République du Congo dispose de 2 fleuves, le fleuve Congo et le fleuve Kouilou, et de plusieurs rivières. En République du Congo et en République centrafricaine, l'entretien des cours d'eau d'intérêt commun en vue de leur bonne exploitation est assuré par un service inter-État dénommé Service commun d'entretien des voies navigables, groupement d'intérêt économique, GISCVN en sigle. Sur les voies d'eau navigables, nous avons les routes qu'empruntent les bateaux. Et nous, notre mission, c'est de veiller à l'entretien de ces routes fluviales qu'empruntent les bateaux, notamment les pousseurs, de grande puissance. Il y a certaines baleinières également empruntent ces voies d'eau que nous balisons. Malheureusement, certains amateurs qui exploitent des voies d'eau entretenues par le GISCVN refusent délibérément de payer la redevance fluviale en contrepartie du service rendu. La journée mondiale des fleuves et des rivières est donc une occasion propice pour le GISCVN de sensibiliser les gouvernants sur ce qu'ils vivent sur le terrain. Le fret qui utilise les voies d'eau que nous balisons et donc les usagers qui transportent du fret sur le fleuve doivent en principe payer des redevances pour nous permettre de continuer et d'entretenir les voies d'eau d'intérêt commun. Cette situation ne permet pas au GISCVN d'exécuter librement ses missions d'entretien des voies navigables. La grande majorité utilise les voies d'eau et ne s'acquittent pas de leurs redevances. Ce qui fait que nous avons beaucoup de travaux à exécuter, mais en contrepartie, nous n'avons pas assez de ressources. Et ça nous pousse à faire le minimum que nous pouvons sur les axes inter-États à cause de l'incivisme de certains usagers qui ne veulent pas s'acquitter des redevances fluviales. Les fleuves, les rivières comme les routes terrestres demandent un entretien régulier pour permettre aux bateaux de naviguer en toute quiétude. Or, à l'heure actuelle, le GISCVN ne peut le faire régulièrement, faute de moyens.
Les bacheliers de l'année 2021, on en parle encore dans votre journal de ce soir, en mettant l'accent sur ceux de la commune de Libreville. Ils ont été honorés par le DIL de la commune, Christine Mbanduntoum. Cela à la faveur d'une cérémonie de récompense et d'encouragement. Ils étaient plus d'une centaine. Lardingue Mamba, Alexandre Kogué. Ils étaient plus d'une centaine des jeunes bacheliers 2021. Issus des 6 arrondissements de la commune de Libreville. Ici, on célèbre l'excellence. Une cérémonie d'encouragement et de récompense à l'initiative du maire de la commune de Libreville. En tant que maire, elle s'est dit, à la veille de la rentrée des classes et certainement aussi plus tard de la rentrée universitaire, qu'est-ce que je peux faire? Et donc l'idée lui est venue de dire, je vais, un temps soit peu, soulager les différentes familles de ceux bacheliers de la commune de Libreville en leur donnant une aide. C'est suite à un arsenal de critères soigneusement élaborés que ces jeunes Gabonais ont reçu l'appui de l'édit de la capitale gabonaise. Je dirais merci à Madame la mairesse de la commune de Libreville pour ce geste de subvention. C'est souvent compliqué pour certaines familles. Déjà après le bac, certains parents vous délaissent. Et aujourd'hui, vraiment, ce geste est vraiment très bienvenu. L'abnégation et le sérieux des bacheliers 2021 de la commune de Libreville sont donc mis à l'épreuve. C'est pour appuyer l'action, les différentes actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui prône effectivement l'excellence. Et donc c'est un appui à cette politique que Madame le maire a pris l'initiative d'organiser cette cérémonie de félicitations et d'encouragement à cette jeunesse qui vient d'obtenir son baccalauréat. Un geste, certes modeste, qui vient ici soulager les parents de ces jeunes dans leur démarche universitaire. « 26 septembre 2002, 26 septembre 2021, 19 ans, jour pour jour que le Diola a sombré au large des côtes gambiennes. Le Sénégal se souvient aujourd'hui du naufrage qui a fait plus d'un millier de victimes. La cérémonie commémorative a eu lieu ce matin à Ziguinchor en présence du ministre des Forces armées. Une occasion pour les familles des victimes de renouveler leur souhait de voir l'épave renflouer. Elle salue toutefois la prise en charge par l'État de beaucoup de leurs doléances. Sur place, nous retrouvons Abdoulaye Senkaré. Aussitôt descendu de l'avion, le ministre des Forces armées se dirige vers le cimetière des naufragés du Diola, à Kantine. Dépôt de gerbes de fleurs et recueillement. Sans oublier les prières avant la cérémonie officielle au bord du fleuve Casamance. Un rituel devenu une exigence morale pour apaiser les cœurs. Nous voilà encore une fois réunis ici, toute obéissance confondue, pour ensemble prier et rendre un vibrant hommage à nos illustres disparus et commémorer ainsi cette nuit du 26 septembre 2002, nuit d'une tragédie qui avait occasionné la mort de plus de 1800 personnes. Chez les familles, la douleur est encore vive, même si une bonne partie de leurs doléances a été satisfaite, comme la prise en charge des orphelins et l'érection du mémorial musée en cours de construction. Nous devons ensemble, dès lors, dans l'histoire et les hommes, répondre à leur dernière volonté, car les images qui nous viennent à l'esprit sont horribles et repoussantes. Aujourd'hui, pour faire l'économie des points essentiels à solutionner dans la gestion de la catastrophe, nous pouvons citer le renflouement de l'épave, la prise en charge psychosociale des familles et rescapés, la vérité et la justice sur le Diola. Le naufrage du Diola avait remis au goût du jour la question de l'enclavement de la Casamance. Près de 20 ans après, la réalité est tout autre. Des efforts considérables ont été faits. Je me réjouis du bon niveau d'exécution dans tous les domaines des divers programmes étatiques en cours et qui ont permis aujourd'hui le désenclavement total de la Casamance en termes de téléphonie, d'Internet, d'accessibilité terrestre, maritime et aérienne et le bon accompagnement des populations
dans leurs activités de développement agricole avec la dotation de matériels agricoles majeurs comme les tracteurs et de kits sanitaires contre la Covid-19. Ces actions ciblées de l'État ont véritablement contribué à améliorer les conditions de vie des populations de la Casamance. Après la cérémonie, la délégation a eu droit à une visite de chantier du mémorial dont les travaux devraient finir avant la 20e année de commémoration. L'autre actualité, c'est Touba qui commémore ce dimanche le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Sur place, on s'arrête tout d'abord sur le projet de lutte contre les inondations. Une conduite pour le pompage des eaux a été mise en place par les autorités étatiques. C'est dans le cadre du plan Orsec d'une capacité de 1000 mètres cubes heure dans une première phase. Il sera secondé par une autre de même capacité. Le directeur général de l'ONAS est parti pour constater l'effectivité du pompage. Sur place, nous retrouvons Maman Moussaïan. Le nouveau dispositif, les autorités étatiques ont décidé de protéger définitivement Touba de l'envahissement des eaux de pluie. En effet, il s'agit d'abord d'augmenter la capacité de refoulement des eaux du bassin principal de Kerniang et ensuite de démultiplier la capacité du bassin secondaire qui désormais triple celle du bassin principal. Ça représente au moins 2 à 3 fois le premier bassin, qui a une contenance donc de 200, presque 260 000 mètres cubes donc de capacité. Et si on multiplie par 2, 3, donc vous voyez comment ça va être représenté. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a en fait donc un espace qui est là et que nous espérons peut-être aux alentours de pouvoir agrandir pour pouvoir contenir en fait ces eaux-là. Sur place, 2 électromotopompes de 500 m3/h chacune sont posées. Une conduite de DN 400 pour une évacuation rapide des eaux. Donc il fallait d'urgence essayer de trouver une solution. La solution avec les hautes autorités, c'était vraiment d'augmenter la capacité de refoulement donc de ce bassin-là. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on a posé une première conduite donc de 8500 mètres et qui a permis tout simplement d'amener cette eau au niveau de ce bassin numéro 2 donc de Darou Rahman. C'était pas trop évident, mais c'était un défi à relever. Actuellement, le refoulement pourrait être même doublé si les travaux sont terminés. Les travaux et la pose d'équipements se poursuivent avec la SVTP. Après le Magal, une deuxième conduite sera mise en fonction. Les travaux durent 17 jours pour la première conduite. Le coût global des opérations, 4 milliards CFA. Et la Côte d'Ivoire veut réussir l'organisation de la CAN 2023. Alors, quel est le point exact des travaux de construction du stade de Yamoussoukro? Une délégation du Bureau national d'études techniques s'est rendue sur les lieux. Vous allez l'entendre, le directeur général du BNET se veut rassurant. Le reportage de Kader Sogodogo. Stade de Yamoussoukro, une architecture imposante. Pour ceux qui connaissent bien cet endroit, du chemin a été parcouru. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, et ses collaborateurs, eux, viennent régulièrement faire le point de l'état d'avancement des travaux. Les travaux donc, de construction du stade de Yamoussoukro, donc un stade qui va accueillir donc, la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Donc les travaux sont en cours. Le gros des travaux est terminé. Nous avons aujourd'hui un taux d'avancement qui se situe à peu près à 95%. La semaine dernière, une mission de la Confédération africaine de football, CAF, avait relevé des insuffisances au niveau des travaux. Des remarques que le BNET avait déjà soumises à l'entreprise en charge des travaux. Les recommandations qui ont été faites par la CAF sont en droite ligne avec les réserves qui avaient déjà été émises par le BNET et sur lesquelles l'entreprise travaille. Donc aujourd'hui, nous avons un taux de levée de réserve qui se situe à peu près à 50%. Et avec l'entreprise, nous venons de revoir un planning de levée de ces réserves qui nous emmène jusqu'à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre de l'année 2021. C'est clair. Le stade de Yamoussoukro sera réceptionné
tout en respectant le cahier de charges. Après le stade de Yamoussoukro, cap sur l'autoroute du Nord, précisément la partie Yamoussoukro-Tébissou. Tout semble aller dans le bon sens. Cette première section, donc, qui est en travaux, va de Yamoussoukro à Tébissou. Il s'agit d'une section qui est sur 37 km. Nous sommes très bien avancés. Nous pensons que les travaux seront livrés dans les prochaines semaines. Même si on dépasse donc la fin du mois de septembre, ce sera au courant du mois d'octobre au plus tard. Et aujourd'hui, donc, nous sommes satisfaits de la qualité des travaux. Tout porte donc à croire que l'autoroute Yamoussoukro-Tébissou sera ouverte à la circulation dans le dernier trimestre de cette année. Et la réalisation de ces grandes voies de développement, c'est aussi avec la contribution des cadres ivoiriens bien formés. Ils sont au total de 154 diplômés en 20 ans au CESAC de Dakar. Des masters obtenus en banque et finance dans ce centre africain d'études supérieures en gestion au Sénégal. Les anciens de ce programme célèbrent ce 20e anniversaire en maintenant le cap de l'excellence. Tanguy. Grâce à leurs outils de plus en plus sophistiqués, la finance et les banques jouent un rôle clé dans la compétitivité et la richesse des pays en gérant les risques et l'allocation de l'épargne, soulignent de nombreux experts. En Afrique, ces établissements financiers puisent la plupart de leurs ressources humaines réputées de bonne qualité du programme MBF. Master Bank et Finance du CESAG, Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar au Sénégal. Le Master en banque est très coté, donc nos CV vont naturellement, même avant la fin de notre formation, nous avons des opportunités un peu partout. La présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État à ce 20e anniversaire du programme Master Bank et Finance n'a pas seulement donné un cachet spécial à l'événement. Elle témoigne de la nécessité d'une ressource humaine de bonne qualité pour conduire le développement des pays africains. L'élément clé au-delà du capital, financier, c'est le capital humain. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont capables d'analyser les besoins et puis de mettre l'argent à disposition. Et c'est pour cela que nous pensons que la formation des jeunes collaborateurs, la formation non seulement initiale, mais la formation continue est extrêmement importante, justement pour permettre de jouer ce rôle-là. Nous avons besoin d'avoir des gens de qualité, portés par des valeurs fortes, pour faire en sorte donc que nous puissions travailler à faire reculer la pauvreté dans nos hameaux, dans nos différents villages. En 20 ans, le programme Master Bank et Finance du CESAC, Centre africain d'études supérieures en gestion, a formé 750 diplômés de 18 pays africains, dont 254 cadres ivoiriens. Beaucoup d'acteurs engagés dans la commercialisation du soja ne disposent pas aujourd'hui d'agrément, et ce, malgré la réglementation du secteur. Et au moment même où les producteurs s'apprêtent à procéder aux récoltes, le gouvernement, à travers un communiqué, les appelle au respect des dispositions prises en matière d'achat et de commercialisation du produit. Comment les agrégateurs apprécient-ils l'initiative? Sylvain Abdou. Certains évoluent en groupement, comme ce groupement féminin, et d'autres de façon individuelle, dans ce secteur de production de soja bio, l'une des filières agricoles à forte valeur ajoutée. Et si le Togo est aujourd'hui reconnu, premier pays en Afrique de l'Ouest et troisième pays en Afrique, en matière de production, de transformation et de commercialisation, c'est grâce à ces producteurs qui s'engagent activement à faire du secteur un secteur de développement et de croissance économique. À cette période donc, où vont bientôt commencer les récoltes, et donner le ton à la campagne de commercialisation, le gouvernement prend certaines mesures pour apporter un appui au secteur. Ces mesures consistent à appeler chaque acteur à mieux se conformer à toutes les dispositions en matière d'achat et de commercialisation du produit. Ceci est important parce que nous sommes dans une filière stratégique pour le gouvernement togolais et donc il est donc important de mettre des dispositions réglementaires pouvant permettre à chaque acteur de tirer profit de ses efforts dans la filière. Et c'est suite à cela que ce communiqué est sorti et qui demande donc à tout acteur qui voudrait bien faire la commercialisation du soja au Togo d'avoir accès à un agrément. Et c'est cet agrément qui donne le quitus pour pouvoir opérer sur le terrain. Cela permettra d'éviter le désordre.
L'engagement du gouvernement, c'est de mieux organiser la filière pour son émergence. Raison pour laquelle le non-respect de ces mesures peut faire objet de sanctions. Ça va du blocage des cargaisons, parce que l'interprofession a mis donc en place un système de traçage, de tracking donc de toutes les cargaisons de soja qui vont quitter le lieu de production pour arriver au port de Lomé. Et donc les opérateurs qui vont passer outre ces moyens donc, seront tout simplement mis hors du circuit. L'observation de cette disposition va également permettre aux acteurs de maintenir un prix réel sur le marché, prix sur lequel chaque acteur va se focaliser pour faire l'achat sur le terrain. Un prix donc sera fixé et ce prix profite aux producteurs parce que c'est un prix qui est donc analysé sous le compte d'exploitation afin d'encourager la production et éviter que les opérateurs puissent venir enlever le soja à des prix qui n'encouragent pas la production. Et au niveau des commerçants aussi, pour qu'ils puissent honorer valablement ces contrats signés qui lui ont permis de faire face à la production. Cette filière à fort potentiel a généré en 2020 par exemple plus de 50 milliards à l'économie nationale et a permis de créer plus de 700 000 emplois temporaires et permanents.